Bonjour à tous, aujourd'hui, après mes deux vidéos sur l'histoire de la gauche, il était important pour moi d'équilibrer en parlant de l'histoire de la droite. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à mettre un gros like, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti! Pour commencer, retournons en 1789, car c'est cette année-là qu'apparaît le clivage gauche-droite. Mais pour bien comprendre ce qui caractérisait la droite sous la Révolution, il faut rappeler comment nous sommes arrivés à cette même révolution. En début 1789, la France traverse une crise économique très grave avec notamment de faibles rendements agricoles, qui ont amené à une disette, c'est-à-dire une augmentation du prix des céréales aboutissant à une baisse de la consommation. En plus de cela, la France ressortait d'une guerre d'indépendance américaine qui avait gravement augmenté la dette de l'État, ce qui faisait du remboursement de la dette le premier secteur de dépenses de la nation. Afin de pouvoir continuer à rembourser la dette, le roi Louis XVI voulait augmenter les impôts, mais pour ce faire, il allait falloir convoquer les États généraux. Les États généraux sont composés, je le rappelle, des représentants élus des trois ordres de la société post-féodale, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Louis XVI a décidé pour cette convocation d'accorder autant de députés au tiers-État qu'aux deux autres ordres cumulés. Mais en arrivant à Versailles, les représentants du tiers-État croyaient donc pouvoir faire plier le roi sur les questions fiscales à l'aide de quelques députés du clergé pour former une majorité, ce qui en fait n'aura pas lieu. Parce que conscient de ce risque, Louis XVI a décidé que le vote ne se ferait pas non pas par tête, mais par ordre, ce qui rendait le tiers-État impuissant face à deux autres ordres à majorité conservatrice. Face à des négociations qui tournaient à leur désavantage, les élus du tiers-État se réunissent dans la salle du jeu de paume et le 20 juin proclament former une assemblée nationale chargée de donner une constitution à la France. Ils seront progressivement rejoints par les élus des deux autres ordres. Face à une situation qui lui échappe, Louis XVI élabore une stratégie visant à limiter la casse en proposant à ce qu'il appelle encore les États généraux de décider de façon pérenne de la fiscalité du royaume et garantit même certaines libertés individuelles comme la liberté de la presse à l'occasion d'une séance royale le 23 juin. Face à un refus de l'Assemblée nationale, Louis XVI est soupçonné de préparer une contre-révolution. Cette peur mènera à la prise de la Bastille, événement très important de notre histoire, le 14 juillet 1789. À partir de là, le roi comprend qu'il va devoir laisser cette nouvelle assemblée légiférer et faire son projet de constitution. Vont donc naître à partir de ce moment plusieurs camps politiques. Les plus conservateurs se mettent progressivement à la droite du président de l'Assemblée par inspiration religieuse, car la droite symbolise le chemin vers le salut dans la religion chrétienne. Il faut donc bien voir d'ailleurs le lien très fort entre l'ultra-royalisme et la préservation de l'Église catholique comme institution. Et cette défense de l'institution ecclésiastique va plus loin avec Antoine de Rivarol, qui est un noble partisan donc de la monarchie absolue, et qui disait à propos de l'Église qu'il ne s'agissait pas de savoir si la religion est vraie ou fausse, mais si elle est nécessaire. La religion importe donc moins que l'Église, fondement de la cohésion sociale. Il s'agit donc d'un débat philosophique, mais qui est très important étant donné que le pape Pie VI a d'ailleurs combattu le concept de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est d'ailleurs un autre point qui se démarque par rapport à la gauche libérale d'alors, le refus d'une vision universelle de l'homme. Joseph de Maistre, par exemple, a nié l'existence d'un homme en déclarant que dans sa vie, il avait vu des Français, des Anglais, des Italiens, des Russes ou encore des Persans, mais qu'il n'avait jamais vu d'homme. Sur le plan des institutions, cette droite de l'Assemblée constituante n'était pas unie. La majorité d'entre eux étaient pour respecter l'ancien régime et le faire perdurer, mais une partie d'entre eux étaient beaucoup plus libéraux, on va dire, c'est-à-dire qu'ils laissaient avancer certains droits et se référaient notamment à la déclaration du roi Louis XVI du 23 juin en proposant par exemple une monarchie limitée, avec une chambre élue au suffrage censitaire par les plus riches et une deuxième dont les membres seraient directement nommés par le roi. Avec l'approbation de la Constitution en septembre 1791 et l'élection de l'Assemblée législative, l'ensemble de droite monarchiste va se rassembler dans le club des Feuillants. La majorité d'entre eux fait partie du deuxième groupe que j'ai cité, de la droite libérale entre guillemets, tandis que le reste fait partie donc de la droite ultra-royaliste. Ce sont ces feuillants qui vont former le groupe majoritaire sous cette assemblée. Mais après la prise des Tuileries le 10 août 92, l'assemblée législative est dissoute, remplacée par la convention élue au suffrage universel.
L'élection de cette convention en septembre de la même année aboutit à une défaite de la droite monarchiste et la proclamation officielle de la République. Apparaît alors une droite conservatrice et républicaine parmi ceux que l'on appelle les Girondins. Mais la seule chose qui font d'eux des personnalités conservatrices à partir de l'instauration de la République, c'est le refus de la centralisation du pays comme le voudrait la gauche montagnarde. Ils sont partisans de l'adaptation des lois aux réalités locales par les assemblées cantonales, premier échelon des divisions administratives françaises. Mais l'arrestation des députés girondins en avril 93 met fin à leur participation au pouvoir. Néanmoins, certains d'entre eux participeront à des insurrections en province contre le pouvoir de la gauche montagnarde, ce sont les insurrections fédéralistes. Suite alors la terreur, une période où la gauche montagnarde laisse le champ libre aux arrestations arbitraires et aux exécutions politiques afin d'installer et d'ancrer la République. Cette terreur prend fin le 28 juillet 1794 avec l'exécution du leader montagnard Robespierre sur ordre des centristes du groupe de la Plaine et d'une partie des montagnards. Ceci instaure le 22 août 1995 la constitution du Directoire instaurant un régime beaucoup plus conservateur que ce que voulaient les montagnards ou même plus conservateur que les projets des Girondins. Il s'agit donc d'un régime politique géré par 5 directeurs qui contrôlent le pouvoir exécutif de manière collégiale et qui sont représentatifs des assemblées. Je dis des assemblées car c'est l'instauration, pour la première fois, d'une chambre conservatrice, ancêtre du Sénat actuel, que l'on appelle le Conseil des Anciens, dont les représentants sont âgés d'au moins 40 ans. Cette chambre, ainsi que le Conseil des 500, la chambre basse, sont élus au suffrage censitaire à plusieurs tours tous les 3 ans, avec renouvellement d'un tiers des chambres chaque année. Mais ce régime va connaître très rapidement ses premiers échecs avec une tentative d'insurrection royaliste en octobre 1795. D'ailleurs, parlons-en des royalistes, parce que malgré la chute de la monarchie, la droite absolutiste n'est pas restée inactive, loin de là. À partir de l'exécution du roi le 21 janvier 1993, le frère de Louis XVI, Charles d'Artois, appela l'ensemble de la noblesse et des opposants à la Révolution à quitter la France pour former une armée prête à reprendre le pouvoir. Dans les faits, ce que l'on appelle les émigrés ne représentaient pas grand-chose, notamment à cause du fait qu'ils n'avaient pas vraiment de soutien populaire et qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour réussir à aller au bout de leurs idées, étant donné que la plupart des émigrés étaient dépendants des monarchies étrangères. Mais une insurrection monarchiste marqua profondément l'histoire de France, c'est la révolte vendéenne de mars à décembre 1993. Après la chute de Robespierre, les royalistes tenteront un dernier tour de force avec la révolte du 13 Vendémiaire le 5 octobre 1795. Les royalistes tentent alors une insurrection populaire pour renverser le Directoire, mais cette tentative se solde par un échec avec la répression du tout jeune général Napoléon Bonaparte, sur lequel bien évidemment nous reviendrons. Le mouvement royaliste n'est pas mort pour autant et continue de se propager, notamment aux chambres législatives. D'ailleurs, en 1795, les monarchistes deviennent majoritaires au Conseil des 500 et au Conseil des Anciens. Ils ont donc la capacité institutionnelle de renverser la République. Pour éviter cette menace, les 5 directeurs, qui sont pour leur majorité républicains, procèdent à l'élimination des royalistes des 2 chambres afin de préserver la République. C'est le coup d'État du 4 Fructidor 1797. Malgré cette élimination, le pouvoir reste instable. La crise économique s'intensifie avec une forte inflation et pour terminer cette liste, la guerre fait toujours rage contre la France. Face à cette crise, de nombreux libéraux de centre-droit nostalgiques de la monarchie constitutionnelle cherchent un nouveau pouvoir exécutif fort. C'est notamment le cas de l'abbé Sieyès. Celui-ci cherche un homme courageux, haut gradé de l'armée, bénéficiant d'un soutien populaire sans pour autant être trop estampillé républicain. L'objectif étant de mener un coup d'État. Mais face au manque de figures remplissant tous ces critères, il choisit en 1799 de se rabattre sur le général Bonaparte, qui avait le défaut d'être connu comme un très grand républicain. Mais celui-ci était victorieux de la campagne d'Italie et de la campagne d'Égypte en cours. Il ne fallait donc pas rater l'occasion d'avoir une telle figure adulée par l'armée à ses côtés. Pour les préparatifs du coup d'État, le grand libéral Talleyrand convainc Barras, le plus important des directeurs, de se retirer. Napoléon a donc les mains libres pour réaliser ce coup d'État conservateur. Le 9 novembre 1799, Napoléon commande un coup d'État renversant le pouvoir légal du Directoire et en novembre de la même année, il fait adopter une nouvelle constitution par plébiscite, donnant un très grand pouvoir à l'exécutif sur une inspiration romaine.
Napoléon parvient donc avec succès à instaurer un régime proche de la monarchie absolue camouflé en république. Il s'octroie donc le titre de premier consul qui est le titre le plus important dans ce nouveau régime politique. En effet, c'est lui qui nomme le gouvernement, les membres du Conseil d'État et surtout les membres du Sénat conservateur. C'est d'ailleurs ce même Sénat qui lui-même désigne les futurs membres des assemblées. En parlant d'assemblée, le pouvoir législatif est lui réduit à peu de choses avec l'instauration d'un tribunat dont le seul rôle est de discuter des lois et d'un corps législatif qui peut juste les voter. Napoléon, encore dans son inspiration de Jules César, s'arrange pour incarner le pouvoir par la légitimité populaire au travers de plébiscites, c'est-à-dire les ancêtres du référendum. C'est notamment au travers d'un de ces plébiscites qu'il fera approuver l'instauration du Second Empire en 1804. Pour ce qui est du pouvoir exécutif, tout appartient au premier consul, comme je l'ai dit. Il se dote d'une administration compétente et soumise à son autorité avec la création des préfectures en 1800, ce qui lui permet de contrôler l'ensemble du territoire. Le seul gage que Napoléon a donc laissé à la gauche, ce sont les symboles. On conserve le drapeau bleu-blanc-rouge et le calendrier révolutionnaire. On idolâtre la République, on glorifie la nation et le peuple français qui s'est libéré de la tyrannie et qui a instauré la République. Mais celle-ci est dépourvue de tout caractère démocratique, ce qui donc n'a aucune logique du point de vue idéologique. Le caractère droitier du régime se remarque avec une des mesures les plus célèbres du consulat, c'est le retour de l'esclavage dans les colonies en 1802. Mais il ne faut pas croire que rétablir l'esclavage c'était conforme à la mentalité de l'époque, vu que même la droite entre guillemets républicaine des Girondins était abolitionniste de Condorcet à Brissot, qui sont les grandes figures de ce mouvement. En mars 1804, Napoléon fait appliquer l'œuvre majeure de sa vie, le Code civil. Celui-ci est un recueil de textes juridiques encore en application de nos jours, régissant le statut juridique des individus et leurs relations par rapport à la propriété. La majorité du texte est une reprise des travaux qui avaient commencé sous la Convention, mais Napoléon ici reprend une vision conservatrice de la société avec la totale subordination de la femme par rapport à son mari ou de l'ouvrier par rapport à son employeur. Dans son idée de monarchie républicaine en relation directe avec le peuple, Napoléon prendra le soin d'organiser le 18 mai 1804 un plébiscite pour transformer son titre de consul à vie en titre d'empereur, alors que son titre de consul à vie lui donnait quasiment les mêmes pouvoirs que son titre d'empereur. Grâce à sa légitimité populaire due à ses campagnes militaires et à ses plébiscites victorieux, Napoléon prendra le soin de se faire sacrer empereur dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris lors d'une cérémonie digne d'un roi de France. Et suite à ce sacre, beaucoup de symboles républicains vont encore disparaître avec le retour de la noblesse, cette fois-ci impériale. Napoléon a ainsi exaucé donc tous les souhaits de la droite grâce à un camouflage de gauche. Pour les absolutistes, on leur a redonné un monarque puissant, reconnu par le pape Pie VII. En parlant du pape, Napoléon a d'ailleurs restauré la paix avec l'Église catholique grâce au concordat de 1801, dans lequel la France garantit la rémunération des prêtres et des évêques par l'État pour compenser la perte des biens de l'Église sous la Révolution. Pour les libéraux, Napoléon conserve l'économie libérale et ne réintroduit pas les corporations de métiers de l'Ancien Régime qui régissaient la production et les droits des travailleurs. De plus, l'État garantit la stabilité politique avec un pouvoir exécutif fort et maintient une constitution malgré le fait qu'elle ne garantisse pas vraiment les libertés publiques dans les faits. Et enfin, le dernier cadeau fait aux libéraux, c'est la création de la Banque de France en 1802 et dont la direction est assurée par des libéraux ayant aidé Napoléon dans son coup d'État. Cette banque centrale permet le retour de la stabilité monétaire avec la création d'un nouveau franc, le franc germinal. Cette nouvelle monnaie est un bon atout pour séduire la droite libérale souhaitant la stabilité économique pour son commerce. Mais malgré toutes ces avancées accordées à la droite libérale, ce sera celle-ci qui sera en partie à l'origine de la chute de Napoléon. En effet, la défaite des campagnes napoléoniennes se solde par la campagne de France qui est menée par les puissances étrangères en 1814 et qui marque la fin de l'Empire. Mais il faut une dernière personne pour porter le coup de grâce à Napoléon et cette personne, ce sera Talleyrand. Après la défaite de la bataille de Paris le 30 mars, en avril, il parvient à pousser le Sénat conservateur à voter la déchéance de Napoléon Ier et à se faire nommer lui-même président du gouvernement provisoire. Le 11 avril, Napoléon est donc contraint d'abdiquer et Louis de Provence, frère de Louis XVI, devient roi de France sous le nom de Louis XVIII. C'est la fin du Premier Empire.
Nous verrons la suite de l'histoire de la droite dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo un max et surtout n'oubliez pas de vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!